C'est parti pour revisiter la peau de chagrin avec quelques citations. Tu trouveras les différents éléments dont je vais te parler ici dans les dossiers des éditions scolaires que tu vois apparaître à l'écran. Alors cette vidéo va être très longue, beaucoup trop longue, il ne faut pas que ça te désespère. Du coup, tu peux regarder le sommaire et aller directement aux endroits qui t'intéressent, ça sera plus simple. Alors, on va commencer par Balzac, précurseur du réalisme. On reviendra au réalisme à la fin quand on réfléchira à la monarchie de Juillet. Et on va d'abord rappeler que Balzac disait qu'il voulait faire concurrence à l'état civil. Qu'est-ce que c'est que le réalisme? On a plusieurs auteurs qui en parlent. Par exemple, au tout début du Rouge et le Noir de Stendhal en 1830, un an avant la peau de chagrin, Stendhal fait une citation et dit la vérité, l'âpre vérité. Donc ce qui est âpre, c'est ce qui est un petit peu dur, un peu rude sur la langue. Donc la vérité, elle n'est pas toujours bonne, elle est dure à avaler. C'est ce que veut dire Stendhal, c'est ce qu'il veut montrer. Balzac, au début du Père Goriot, va dire All is true en anglais. Donc, pour me dire qu'en fait, ça a beau être une fiction, ça montre quand même le réel et la vérité. Alors évidemment, quand on fait du réalisme, on ne peut pas tout dire du réel de façon complètement exhaustive. C'est ce que Maupassant va dire dans sa préface de Pierre et Jean, longtemps après, en 88. Raconter tout serait impossible, car il faudrait alors un volume au moins par journée. Faire vrai consiste à donner l'illusion complète du vrai. Pour montrer une des petites difficultés du réalisme. Dans l'avant-propos de la Comédie humaine en 1842, Balzac dit qu'il ne veut pas faire un vrai travail, enfin pas le même travail que les historiens parce qu'il ne veut pas raconter la grande histoire. Ce qu'il veut raconter, c'est la petite histoire, l'histoire oubliée par tant d'historiens, celle des mœurs. Les mœurs, c'est les habitudes d'une société. Alors, en effet, dans La Duchesse de Langeais, Balzac se présente comme le sténographe qui se contente juste d'enregistrer les conversations. Donc, comme un secrétaire de l'état civil, d'ailleurs, ce qu'il va dire. Le sténographe, vous savez, c'est celui qui enregistre, qui tape les conversations lors d'une interview, par exemple. Dans l'avant-propos de la Comédie humaine, toujours en 42, Balzac se présente comme l'enregistreur du bien et du mal, le nomenclateur des professions, le nomenclateur des professions, l'archéologue du mobilier social, et pour finir, le secrétaire de la société française. C'est pour ça que dans la Comédie humaine, on va retrouver énormément de personnages qui observent les autres, qui se cachent pour observer, tels que Raphaël de Valentin quand il se cache derrière le rideau de Victoria pour l'observer pendant toute une soirée, toute une nuit. Balzac va déclarer dans sa lettre à Madame Anska de 1834 les études de mœurs représenteront, alors les études de mœurs c'est toute une partie de la comédie humaine, représenteront tous les effets sociaux sans que ni une situation de vie, ni une physionomie, ni un caractère d'homme ou de femme, ni une manière de vivre, ni une profession, etc., etc., ait été oublié. Donc vraiment, il veut montrer tout. Alors dans La peau de chagrin, ça se passe à Paris, donc évidemment, on ne montre pas beaucoup la province, à part à la fin du roman, et on montre plutôt la haute société, mais regardez, il y a même un pauvre, on parle d'un moment d'un vieux pauvre honteux, maladif, souffreteux, ignoblement vêtu d'une tapisserie trouée. Donc vraiment, toutes les catégories sociales sont représentées. Alors, pour continuer sur le réalisme, je vais vous donner 3 exemples de détails dans La peau de chagrin. Premier exemple, enfin parce que vous savez que le réalisme fait des descriptions très détaillées, hein, le Père Goriot, ça commence par 40 pages de description. Par exemple, le fait que Balzac ait voulu vraiment retranscrire en arabe, alors lui il dit que c'est du sanskrit, mais en fait c'est de l'arabe, le texte de La peau de chagrin, donc il a demandé à un orientaliste de faire ça. Également, au 19e siècle, on a un homme qui s'appelle Monsieur Dacheux, qui est un sauveteur, enfin un ingénieur sauveteur de la Seine, et qui avait bien inventé une pompe pour aider les gens, voilà, pour secourir les gens. Et cette pompe, on la retrouve, regardez, au moment où Raphaël de Valentin, va sur le pont des Arts. Il frissonna tout à coup en voyant de loin, sur le pont des Tuileries, la baraque surmontée d'un écriteau où ces paroles sont tracées en lettres hautes d'un pied, secours aux asphyxiés. Monsieur Dacheux lui apparut armé de sa philanthropie, et ensuite il imagine Monsieur Dacheux qui secourt les noyés. Donc cette plaque secours aux asphyxiés, c'est une vraie plaque qui existait vraiment dans Paris, et c'est un petit détail qui fait que ça fait vrai. Enfin, le blason de Raphaël et tous les blasons de la comédie humaine, on appelle ça la héraldique, la science des armes des maisons nobles. Il a été vraiment fait par un spécialiste, sur lequel Balzac s'est appuyé. Donc c'est Émile qui parle du blason de la famille de Raphaël. Hein. Raphaël de Valentin, s'il vous plaît. Oh bah nous portons un aigle d'or en champ de sable couronné d'argent, becquet et onglets de gueule, avec la devise Non cessidit animus, qui veut dire grosso modo notre vie ne tombera pas, quoi. Et après, il donne la descendance de Raphaël, les différentes batailles qu'il y a dans sa famille, donc vraiment, ça fait vrai. Ces petits détails qui font vrai.
Ensuite, vous vous rappelez, les réalistes veulent montrer le réel sans l'idéaliser. Enfin, déjà, ça commence sur une date, hein, vers la fin du mois d'octobre dernier, donc fin d'octobre 1830, puisque le livre paraît en 31. C'est vraiment ancré dans le réel. Ensuite, par exemple, ça va montrer l'histoire des personnages, ils sortent pas de nulle part. Par exemple, la famille de Valentin, de Raphaël, de Valentin, hein, la restauration qui rendit à ma mère des biens considérables, ruine à mon père. On a vraiment quelque chose qui... Enfin voilà, on fait l'histoire financière de la famille. D'autres personnes dont on fait un petit peu l'histoire, ça va être les courtisanes, par exemple au banquet. Quand elles se réveillent le matin, elles ont toutes des regrets. D'autres se peignirent le déjeuner de la famille, la table autour de laquelle riaient innocemment les enfants et le père. Donc on revient sur leur histoire. Également, alors les trois images que vous voyez en dessous, c'est les images de Julien Sorel, Madame de Rênal, Monsieur de Rênal, dans Le Rouge et le Noir. Dans Le Rouge et le Noir, Stendhal montre quelque chose qui est vraiment pas idéalisé. Il parle de son Julien Sorel qui est à la fois amoureux fou et calculateur, et puis qui va finir comme une vraie personne qui a vraiment fait ça, par aller tirer sur son ancienne maîtresse dans une église. Et il déjoue, il prévient le fait qu'on va lui dire que c'est pas très très beau ce dont il parle dans Le Rouge et le Noir. Et donc c'est une métaphore qui est hyper connue, c'est la métaphore du roman miroir. C'est pas de sa faute, hein. Si jamais c'est pas beau lorsqu'on monte dans Le Rouge et le Noir, c'est pas très ça montre pas beaucoup les grandeurs de l'âme humaine. Et monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé d'être immoral. Son miroir montre la fange, et vous accusez le miroir. Accusez bien plutôt le grand chemin où est le bourbier, et plus encore l'inspecteur des routes qui laisse l'eau croupir et le bourbier se former. La fange et le bourbier, ça veut dire la boue un peu dégoûtante pleine d'eau qu'il y a sur le bord de la route, et puis mélangée à du crottin d'animal. Donc le roman miroir, c'est ce que disent les réalistes, hein, c'est bah voilà, mon roman n'est pas idéalisé, il montre vraiment la société, donc prenez-vous-en la société si ce que vous voyez ne vous plaît pas. Alors il y a quand même dans le réel, des éléments très romanesques et très sublimes, et notamment dans les entrefilets. Les entrefilets, ce sont les petites brèves qu'il y a dans la presse. Je vous rappelle que Le Rouge et le Noir et Madame Bovary, avec le suicide de Madame Bovary, et c'est inspiré de faits divers, hein, de vrais faits réels. Et donc Balzac va parler du fait que parfois ce qu'il y a dans la presse, c'est romanesque. Il y a du sublime dans le réel, il y a notamment une grande puissance de tragédie. En effet, au tout début, quand Raphaël veut se suicider, on montre on dit, où trouverez-vous dans l'océan des littératures un livre surnageant qui puisse lutter de génie avec cet entrefilet? Hier, à 4 heures, une jeune femme s'est jetée dans la Seine du haut du pont des Arts. Devant ce laconisme parisien, laconisme ça veut dire qu'on dit en très peu de mots, les drames, les romans, tout pâlit. Hein, dans Eugénie Grandet, quand on raconte le suicide de l'oncle d'Eugénie, Cruchot lui mit le journal sur les yeux en lui disant « Lisez cet article. Monsieur Grandet, l'un des négociants les plus estimés de Paris, s'est brûlé la cervelle hier après avoir fait son apparition accoutumée à la bourse. » Vous voyez, un petit entrefilet, et ça a une très grande puissance dramatique. Alors maintenant qu'on a fini avec le réalisme, on va montrer les influences qui ne sont pas réalistes. Sachant que le gothique, le fantastique, tout ça, ça se ressemble, ça fait partie de ce qu'on appelle le romantisme noir en fait. Alors d'abord, je vais, pour faire une petite transition, vous montrer que le réel lui-même est un peu mystérieux. On peut être à la fois réaliste en fait et mystérieux. En effet, dans les images trouvées sur Pinterest que vous voyez en dessous, vous voyez que quand on accumule, quand on a beaucoup d'objets, ça nous donne une impression un peu fantastique. Par exemple, la description du banquet extraordinaire, et surtout la description du magasin d'antiquité, c'est l'accumulation qui fait le mystère. Tous les pays de la Terre semblaient avoir apporté là quelques débris de leur science. Également, l'agrandissement, il y a certains endroits qui vont s'agrandir, ça donne une impression fantastique, un peu comme quand vous rentrez dans une, je sais pas, dans une immense église, une immense, une immense bibliothèque par exemple. On a l'impression d'être dans un lieu un peu fantastique, un peu formidable, comme dans l'image que vous voyez ici. Alors, au banquet, l'orgie seule déploya sa grande voix, sa voix composée de 100 clameurs confuses qui grossissent comme des crescendo de Rossini. Pareil, dans l'usine de Spiegalter, avec la presse hydraulique, Raphaël se crut transporté dans le monde nocturne et fantastique des ballades allemandes. Enfin, troisième élément qui fait qu'un élément a l'air fantastique, et vous savez tous ça parce que le soir on a toujours un peu plus peur que la journée, c'est les jeux d'ombre et de lumière. Par exemple, quand Raphaël observe les toits de Paris par la fenêtre de sa mansarde, à l'hôtel Saint-Quentin, les lueurs pâles des réverbères projetaient d'en bas des reflets jaunâtres à travers le brouillard, et accusaient faiblement dans les rues des ondulations de ces toits pressés,
océan de vagues immobiles. On voit que les jeux de lumière donnent une impression un peu fantastique. Ensuite, très important avec l'antiquaire, il posa la lampe sur le fût d'une colonne brisée, de manière à ce que la boîte brune reçût toute la clarté, et en fait l'antiquaire il fait un clair-obscur, comme vous voyez dans l'image, de la lumière sur un truc, l'obscur ailleurs. Et ça donne une impression fantastique. Je continue, Raphaël a aussi souvent des troubles de vision, notamment quand il est chez l'antiquaire, mais pas que. On dit qu'il voit des choses sous d'étranges couleurs, avec un S à étrange, ça serait mieux, animées d'un léger mouvement. Quand il joue l'argent de son père, par exemple, il y a des sorcières de Macbeth qui apparaissent autour de lui pour lui faire culpabiliser. Macbeth, c'est une tragédie de Shakespeare. Donc là, il voit des choses, en fait, Raphaël. Deuxièmement, il y a des personnages, vous en avez peut-être déjà rencontrés dans votre vie, qui sont réels mais qui ont l'air d'être fantastiques. Donc il y en a surtout deux dans La peau de chagrin. Il y a le tout premier personnage qui apparaît, le gardien du tripot, à qui Raphaël donne son chapeau en rentrant au palais royal, qui est très bizarre, qui ressemble à un cerbère. Je sais pas pourquoi j'ai mis un point là, une virgule. Qui ressemble à un cerbère, comme s'il gardait les enfers. Vous savez qu'on rentre dans la comédie humaine comme Virgile qui rentre aux enfers dans la Divine Comédie. Et avec l'apparition de l'antiquaire. Cette vision avait lieu dans Paris, sur le quai Voltaire, au XIXe siècle, temps et lieu où la magie devait être impossible. Le fait que ça se passe sur le quai Voltaire, Voltaire c'est le prince de la raison, au XVIIIe siècle, ça montre un espèce de retour du fantastique après tout un siècle de raison. Je sais pas si c'est très clair. Bon, bref, en tout cas, c'est deux personnages qui sont réels, mais qui ont vraiment l'air fantastiques. Ensuite, enfin, il y a des personnages qui ont des dons. Donc il y a Féodora qui a le don un peu de deviner ce que pensent les gens, et Raphaël, il a un don aussi, malgré tous ces obstacles, par un privilège accordé aux passions, qui leur donne le pouvoir d'anéantir l'espace et le temps. J'entendais distinctement les paroles des deux joueurs, je connaissais leurs points, je devinais celui des deux qui retournait le roi, comme si j'ose vu les cartes. Donc quand il joue, il devine les jeux des autres, il a une espèce de don de double vue. Deuxième influence importante, le gothique. Donc le gothique, vous le savez, ça vient de l'anglais. C'est un mouvement anglais, du romantisme noir, c'est un peu pareil tout ça. Et dans les romans gothiques, on a toujours les mêmes choses. On a des fous, on a des psychopathes, on a des pactes avec le diable, des malédictions, et on a souvent des belles jeunes filles pures qui se font enlever et qui se font persécuter par un homme un peu fou d'elle, etc., etc. Ça, on va retrouver ça. Bon, je reviens, Premièrement, très important dans le gothique, le clair-obscur. Donc le fameux « il posa la lampe sur le fût d'une colonne brisée ». Ensuite, on va avoir aussi dans le rouge et le noir, dans La peau de chagrin, une femme qui se fait martyriser. En effet, avant de mourir, Raphaël mordit Pauline au sein. Une image vraiment très violente, presque grotesque tellement elle est violente. Ça nous rappelle le roman gothique, comme par exemple La fiancée de la mère Moore, ce genre de trucs. Et l'antiquaire, il est à mi-chemin entre une image divine, le Père éternel, et le masque ricaneur du Méphistophélès. Vous savez que Méphistophélès, c'est le nom du diable chez Faust, dans le Faust de Goethe. Ses yeux verts, pleins de je ne sais quelle malice, calme, semblaient éclairer le monde, comme sa lampe illuminait ce cabinet mystérieux. Des yeux pleins de malice, qui rappellent le clair-obscur. Alors, toujours dans le gothique, bon, vous savez, en 1808, Goethe publie Faust, et c'est l'inspiration numéro 1, avec ce pacte avec le diable. Alors, il y a une référence à Faust qui est assez évidente, parce que son bon... J'ai n'importe quoi, Raphaël a souhaité son bon... Ah oui, pardon. Parce que, je répète, il y a une référence à Faust qui est assez évidente, parce qu'en fait, Raphaël n'a pas signé de pacte. Il a juste dit « je veux un banquet, etc. » Mais ensuite, le vieillard rit et lui dit « vous avez signé le pacte, tout est dit ». Donc ça rappelle vraiment Faust. Pendant l'orgie, ça ressemble à on est comme dans une capitale de l'enfer. Contempler en ce moment les salons, c'est avoir une vue anticipée du Pandémonium de Milton. Le Pandémonium de Milton, c'est ce tableau-là. Pandémonium, c'est la capitale de l'enfer. Donc vraiment, l'orgie, ça ressemble à ça. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de diabolique. Et puis bon, je n'ai pas repris tout ce qu'on a vu en classe, mais il y a plein d'éléments qui prouvent que la peau de chagrin est diabolique. Un autre élément qui est intéressant, puisque là on a un rapport plutôt aux citations, c'est que Balzac emploie le verbe maléficier, qui est rare. Au lieu de dire cette gêne constante nuisait à toute ma vie, il dit maléficier toute ma vie. Voilà, ça montre vraiment qu'il y a un petit maléfice ici. Alors, vous reconnaissez le tableau de Friedrich, le voyageur contemplant une mer de nuages, donc vous savez que je vais venir au romantisme, et notamment au fait que le paysage pour les romantiques, c'est le miroir de l'âme.
Alors, on est dans la lignée de Rousseau, 18e siècle. D'ailleurs, je vous rappelle que l'hôtel Saint-Quentin, c'est là où avait habité Rousseau. Rousseau qui est le voyageur solitaire, qui aime bien se promener dans la nature, contempler la nature. Les romantiques aussi, et c'est ce que disait Henri-Frédéric Amiel, chaque paysage est un état d'âme, le paysage est le miroir de l'âme. Si jamais vous voulez vous crâner un petit peu, vous pouvez le citer en allemand, mais bon, moi je vais éviter. En effet, tout à la fin du roman, dans l'agonie, Raphaël se promène dans des lieux absolument pittoresques. Donc pittoresque, ça veut dire, c'est comme dans pictural, ça veut dire digne d'être peint, digne d'être mis en image. Ils sont décrits comme des ekphrasis, donc vous le savez parce qu'on l'a vu en classe, les ekphrasis, ce sont les descriptions d'œuvres d'art. Le lendemain de son arrivée, il gravit non sans peine le pic de Sancy et visita les vallées supérieures, les sites aériens, les lacs ignorés, les rustiques chaumières et des monts d'or. Des montes d'or. Bizarre. Dont les âpres et sauvages attraits commencent à tenter les pinceaux de nos artistes. Pareil, sa description de la nature est toujours très poétique. Dans ce tableau délicieux, tout avait son lustre, depuis le mica brillant jusqu'à la touffe d'herbe blonde, dans un doux clair-obscur, tout était harmonieux à voir. Voilà, c'est très beau la description. Les descriptions qu'on a dans l'agonie à la fin du roman. Et alors, il y a l'amour de la nature, il y a les passions, le fait de vivre très intensément ces passions exacerbées, mais ça je vais y revenir. Et puis, il y a évidemment l'orientalisme. Le mot talisman, qu'on revient souvent dans le roman, vient du persan. Vous avez reconnu le tableau de Chasserio en fond. Alors, il y a beaucoup d'influences orientales complètement fantasmées dans la boutique d'antiquité. Je vous en mets juste une. L'Égypte, raide, mystérieuse, se dressa de ses sables, représentée par une momie qu'enveloppaient des bandelettes noires, les pharaons ensevelissant des peuples pour se construire une tombe. Le banquet chez Taillefer, c'est une féerie digne d'un conte oriental. Je vous conseille de retenir cette citation parce que ça montre aussi qu'on a de la féerie. Et l'orgie, on dit que c'est un sérail. Un sérail, c'est un harem qui offre les séductions pour tous les yeux, des voluptés pour tous les caprices. Pour continuer sur les influences non réalistes, comme je viens de le dire, il y a un petit peu de fantaisie également. L'écriture est assez fantasque. C'est pas purement réaliste, on n'est pas purement dans le secrétaire de la société française, parfois on s'amuse un petit peu. Par exemple, quand Raphaël va voir les scientifiques, il est content. Je vais tenir mon âne en bride, s'écriait-il. Sterne avait dit avant lui, ménageons notre âne si nous voulons vivre mieux. Mais la bête est si fantasque. Voilà, c'est drôle. Alors, autre moment rigolo à propos de bêtes, ce sont les descriptions des scientifiques. Par exemple, Lavrille, qui, avec ses canards là, ce bonhomme ressemblait à Sancho Panza racontant à Don Quichotte l'histoire des chèvres. Il s'amusait à compter les animaux et à les numéroter. Donc c'est l'équivalent de Balzac dans la Comédie humaine, sauf que lui il fait ça avec les animaux. Arrivé sur le bord de la tombe, il connaissait à peine une petite fraction, les incommensurables nombres du grand troupeau jeté par Dieu à travers l'océan des mondes dans un but ignoré. Le type, son délire, c'est de avoir tous les noms des animaux, même s'il n'arrivera jamais au bout et on ne sait pas pourquoi. Enfin, un autre personnage qui est... Pardon, excusez-moi. Voilà. Un autre personnage qui est grotesque, c'est Potriquet. Il ressemble vraiment à un personnage de Molière, à venir importuner Raphaël, à forcer la porte de Jonatas, etc. Et en plus, ce qui est un peu rigolo, c'est que le vœu que fait Raphaël, en fait, c'est une gaffe. Il dit juste, je souhaite bien vraiment... Enfin, il est poli, quoi. Je souhaite bien vivement que vous réussissiez. Et là, c'est la catastrophe. Sa peau de chagrin a rétréci. Donc, c'est un moment qui ressemble à une farce, en fait, ce moment. C'est drôle. Enfin, c'est tragique, mais c'est drôle. Moi, ça me fait rire. Enfin, dernière influence, pour montrer que c'est pas réaliste, en fait, la peau de chagrin, c'est un conte. C'est merveilleux, il y a de la magie. Par exemple, Pauline, comme l'héroïne de conte de Podam, elle laissait voir un pied mignon dans d'ignobles souliers. Euphrasie aussi, regardez, avant qu'on dise qu'elle est méchante et mauvaise, regardez comment elle est décrite. Ces phrases furent prononcées d'une voix douce et mélodieuse par la plus innocente, la plus jolie et la plus gentille petite créature, qui sous la baguette d'une fée fut jamais sortie d'un œuf enchanté. Alors là, il n'y a pas plus conte. Lors de l'orgie également, on dit que le dessert est servi comme par enchantement, donc ça ressemble un peu à de la magie. Évidemment, la peau de chagrin qui exauce les vœux, ça vous fait penser à la lampe d'Aladin dans Les Mille et une nuits. En plus de ça, cette peau, elle rayonne. Par un phénomène inexplicable au premier abord, cette peau projetait au sein de la profonde obscurité qui régnait dans le magasin des rayons si lumineux que vous eussiez dit une petite comète. Donc elle ressemble à une étoile filante, et là encore, elle crée un clair-obscur, maintenant que j'y pense. Et Balzac disait, en parlant de son projet d'écrire la peau de chagrin, l'invention d'une peau qui représente la vie, conte oriental. Ça, c'est hyper important comme citation, une peau qui représente la vie, un conte oriental. Et enfin, autre élément de magie, c'est que Pauline a prévu « La femme que vous aimez vous tuera », dit-elle, et à la toute fin, sa dernière phrase,
une fois qu'elle a tué... Alors on croit qu'elle parle de Féodora à ce moment-là, mais à la fin, une fois que Raphaël meurt dans ses bras, il est à moi, je l'ai tué, ne l'avais-je pas prédit? Elle s'est fait Sibylle, Pythie, Devinereste, etc. Enfin, la peau de chagrin, finalement, c'est devenu un vrai mythe, puisque moi je croyais que tout le monde connaissait, vous connaissiez tous l'existence de l'expression se réduire à peau de chagrin, mais apparemment non, ça veut dire se réduire à rien du tout, disparaître. Mais c'est devenu un mythe puisque l'expression est rentrée dans le langage courant, puisque en principe tout le monde sait ce que c'est qu'une peau de chagrin sans savoir forcément que ça vient du conte de Balzac. Donc c'est un conte qui est devenu un mythe. Parce que ça représente vraiment quelque chose de la vie. Allez, on passe au thème de l'énergie. Dissiper son énergie ou la conserver. Vous aurez retenu ici le jeune Lucien de Rubempré dans le film Illusion perdue. Le livre Illusion perdue, il a commencé à être écrit en 37, un peu après la peau de... enfin 7 ans après la peau de chagrin. Alors premièrement, la théorie vitaliste qui pose toute la question du roman. J'ai déjà expliqué en classe ce que c'était que le vitalisme, je n'y reviens pas. Vous savez qu'il y a un des 3 docteurs qui vient voir Raphaël qui est vitaliste. Donc la théorie vitaliste, c'est le fait d'avoir une vie en plus de notre corps qui peut s'épuiser. Et donc il faut choisir entre une vie brève et intense, où on la brûle d'un coup, ou une vie fade et longue. Jusqu'en 1933, Balzac explique la moralité de son roman dans ces termes. Il parle de Rabelais, alors ça nous fera un petit pont avec Gargantua que vous lirez à la fin de l'année. François Rabelais, docte et prude homme, bon Tourangeau, il vient de Tours comme Balzac, Rabelais. Chinonnet de plus a dit « Les télémites, estres grands ménagiers de leur peau et sobres de chagrin. Admirable maxime, insouciante, égoïste, morable, éternel. » Les télémites, alors vous saurez ce que c'est que les télémites quand on fera Rabelais, mais ils ménagent leur peau et ils sont sobres de chagrin. On retrouve le mot peau de chagrin. Se ménager, ça veut dire ne pas trop s'user et ne pas trop... Enfin, voilà. Régine Borderie, dans son analyse en 2001, dit, et ça c'est important comme citation, « Comment vivre? Telle est l'une des questions importantes portées par la peau de chagrin. Comment vivre ?» C'est la même question que celle que je posais là. Et le point de vue de l'antiquaire, sur le point de vue de l'antiquaire, le lecteur se trouve donc confronté à l'insoncement d'un balancement du pour et du contre. Est-ce qu'il faut vivre une vie fade et pour la préserver, ou est-ce qu'il faut vivre une vie intense? En effet, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le désir, ça nous détruit, parce que Raphaël va dire à Pauline, si tu restes là, comme je te désire, je meurs. Le fait que je t'aime, ça me fait mourir. Alors en effet, notre antiquaire, il change d'avis. Au début, il dit « Vouloir nous brûle », hyper important comme citation, « Vouloir nous brûle et pouvoir nous déprie. Mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. » Donc en gros, il faut arrêter de vouloir, il faut arrêter de faire des choses, de pouvoir, il faut juste vivre les éléments intellectuels comme Faust lors de la première vie de Faust. Comme ça, on est calme et on n'use pas trop notre peau. Sauf que, une fois qu'il tombe amoureux de Phrasie, comme lui avait souhaité Raphaël, et qu'on le retrouve à la fin du roman, complètement grotesque, rajeuni au bouffon, enfin à l'opéra, non, aux Italiens, il a changé d'avis. Il dit, oh bah j'avais pris l'existence au rebours, il y a toute une vie dans une heure d'amour, comme Faustin. Il a changé d'avis, et du coup il balance, voilà, là il est plutôt pour une vie intense, une vie amoureuse en tout cas, c'est sûr. Les 2 courtisanes aussi, Euphrasie et Aquilina, elles le rejoignent. Euphrasie dit « La société m'approuve, ne fournit-elle pas sans cesse à mes dissipations ?» Et Aquilina dit oh bah nous qui sommes amoureuses, qui sommes des courtisanes, nous vivons plus en un jour qu'une bonne bourgeoise en 10 ans. On préfère avoir une vie intense qu'une vie de bourgeois où il se passe rien. » Alors, avec la théorie vitaliste, vous dissipez, vous gaspillez votre énergie, notamment par la débauche. C'est Rastignac que je représente. Rastignac lui dit qu'il vaut mieux dépenser son énergie dans le système dispationnel en disant, enfin il rejoint Euphrasie, il est d'accord avec elle, j'aime mieux mourir de plaisir que de maladie. Il veut vraiment mourir de plaisir. Selon lui, plutôt que de se suicider, il faut plonger dans la débauche, c'est pareil. C'est une autre forme de suicide puisque dans la débauche, on gaspille toute notre énergie. Je n'ai rien trouvé de mieux, dit-il, que d'user l'existence par le plaisir. Je muse ma vie, je diminue ma vie avec le plaisir. Plonge-toi dans une dissolution profonde, ta passion ou toi vous y périrez. L'intempérance, mon cher, c'est la reine de toutes les morts. Il vaut mieux mourir comme ça que de se jeter dans la Seine, c'est plus intéressant. Également, au début du livre, quand Raphaël se plonge à des excès, il a aussi déjà commencé à user sa vie. Leur médecin qui lui dit « Mais vous vous êtes livré à de grands travaux d'intelligence, non? Donc vous êtes usé. »
Balzac va d'ailleurs inventer le mot dissipationnel qui n'existe pas, hein. C'est ce que dit Rastignac, ce que je nomme le système dissipationnel. On se dissipe. Cette dissipation, ça gâche toute l'énergie qui disparaît petit à petit. Donc par exemple, dans Illusion perdue, Châtelet, c'est le rival de Lucien de Rubempré, et il voit que Lucien de Rubempré, qui aurait pu être un génie, se dissipe dans la débauche, donc il devint l'ami de Lucien pour le maintenir dans la dissipation, où se perdait son énergie. Donc c'est vraiment horrible, hein. Il l'entraîne vers la dissipation, il sait que comme ça, toute l'énergie de Lucien va partir là-dedans, et Lucien, à la fin, finit par se suicider, dans Splendeur et misère des courtisanes. Cette dissipation de l'énergie, elle est propre à la Restauration, parce qu'il n'y a plus Napoléon, les grandes conquêtes, il n'y a plus la noblesse d'épée, etc. Pour pouvoir mettre son énergie quelque part, il n'y a plus de grandes causes. On est dans une société de dissipateurs. En effet, dans Illusion perdue, les jeunes gens qui ne savaient pas à quoi employer leurs forces ne les jetaient pas seulement dans le journaliste, dans les conspirations, dans l'excès, dans la littérature, dans l'art, ils les dissipaient dans les plus étranges excès, tant il y avait de sève et de luxuriante puissance dans la jeunesse de France. Donc une génération qui dissipe. Mais ça ressemble un peu à notre génération d'aujourd'hui d'ailleurs. Là-dedans, Raphaël, paradoxalement, il peut tout, mais c'est quand même un impuissant. En effet, tout est dans ce paradoxe, le monde lui appartenait, il pouvait plus, mais il ne voulait plus rien. Même quand il travaille au début, alors il va apprendre des tonnes de choses pour travailler, pour faire sa théorie de la volonté, là, il va apprendre les langues orientales, il va apprendre plein de trucs. Tout ça pour rien, j'ai toujours travaillé, tout ça pour rien. Comme l'avait prédit Raphaël, en plus, Émile, même une fois qu'il devient riche, il fait rien d'intéressant avec son argent. Va, tu seras bientôt ennuyé de la fortune en t'apercevant qu'elle te ravirait la chance d'être un homme supérieur. Donc, tu ne seras pas un homme supérieur, même avec ta thune, si vous me permettez l'expression. Et Raphaël, en fait, la seule chose, une fois qu'il va avoir des désirs, il va tenter de les anéantir, il va vouloir devenir comme une des huîtres de ce rocher. Donc vraiment l'homme impuissant par excellence, hein, qui va devenir complètement végétal. Ici, vous le voyez, quand il arrive avec son duel avec Jonatas, il ressemble plus à rien. Raphaël, il est par naissance un impuissant. Donc vous savez ce que c'est que l'impuissance, c'est quand on ne peut pas assouvir ses désirs sexuels. C'était le coup d'œil profond de l'impuissant qui refoule ses désirs au fond de son cœur, dit-on. Donc vraiment une impression presque psychologique que Raphaël est impuissant. D'ailleurs, l'impuissance, c'est ce que dont parle Stendhal dans... Bon, je laisse tomber. Pardon. Quand Porriquet vient le voir, hein, on dit que le regard de Raphaël, qui est complètement au fond du trou, c'est celui d'un Napoléon déchu, et qui s'était fait châtrer à la manière d'Origène, en châtrant son imagination. Origène, c'est quelqu'un qui s'est coupé les parties parce qu'il voulait ne plus avoir de désir pour devenir sain. Bon, ça n'a pas du tout marché. Voilà. Et du coup, c'est pareil, cette image de l'impuissance, c'est que Raphaël va se castrer l'imagination pour être sûr d'avoir aucun désir. Voilà, l'image de l'impuissance, elle est assez claire, je ne vais pas revenir dessus, vous aurez compris. C'est tout l'inverse de Rastignac qui, lui, est le vrai ambitieux. Raphaël n'est pas un ambitieux comme Rastignac. Regardez ce que dit Rastignac. Eh bien, j'arriverai à tout, je me répands, je me pousse, on me fait place, je me vante, l'on me croit, je fais des dettes, on les paie. On n'est pas dans la même dynamique que Raphaël. Raphaël, au contraire, il abdique la vie pour vivre. Il devient une automate. Voilà. Un automate. À la fin, quand il veut se faire végétation, là, quand il est au monde. Alors, on va se demander maintenant en quoi ce sont les passions qui entraînent la tragédie. Parce que la peau de chagrin, c'est quand même une tragédie où les personnages sont entraînés par leur passion. Alors, est-ce qu'il y a une fatalité dans la peau de chagrin ou est-ce qu'il y a une liberté? Bon, déjà, le mot chagrin est un mot polysémique. Ça désigne d'abord une mélancolie, une tristesse. Et ensuite, ça vient du mot turc sagri, et ça désigne la peau qui est préparée à partir de la croupe d'un animal. Donc, selon Lavrille, c'est une peau d'onagre. L'onagre, c'est un âne qui est farouche et qui est méchant, et Balzac va citer cette expression « méchant comme un âne rouge » dans Le Cousin Pons. Donc déjà, c'est quelque chose de maléficieux, rien que par l'âne, l'onagre. De maléfique, pardon, de maléfique. Pauline va dire à un moment que la peau de chagrin, c'est le fatal symbole du destin. Donc en fait, notre destin, il est fatal parce que notre vie, chaque jour, on en a moins à vivre, si vous voulez, c'est comme ça. Hein. Donc ça montre simplement, la peau de chagrin, c'est juste un symbole de notre vie qui diminue, enfin notre espérance de vie qui diminue. En soi, on est tous condamnés à la mort. Hein. Pauline, d'ailleurs, le mot chagrin revient très souvent. Pauline lui dit « Je me serais vendue au démon pour t'éviter un chagrin ». Ça revient souvent pour parler des tristesses de la vie. Entre parenthèses, je fais un tout petit parenthèse sur Féodora. On dit qu'elle a un visage inondé de lumière. Il y a un phénomène qui les faisait resplendir. Donc il y a de la lumière, des rayons. Ça vous rappelle pas la petite comète de tout à l'heure?
Et ensuite, on dit qu'elle a un duvet, elle a une pilosité Féodora hein, sur sa peau délicate. Et donc, ces deux éléments, le fait d'avoir de la pilosité et le fait d'avoir des rayons, ça montre en fait que Féodora, ça n'est qu'une autre version de la peau de chagrin. C'est la même chose, un truc qu'on désire et qui nous pousse à l'impuissance. Féodora, c'est juste la peau de chagrin, c'est pareil. Je vous rappelle que Phébus, ça veut dire le malheur, mais ça on l'a déjà vu. Et le pacte aussi, ça veut dire le pacte. L'homme est-il libre? Alors, il y a deux réponses. Non, parce que la mort, elle est inéluctable. Vous savez que l'Antiquaire lui dit « Votre suicide n'est que retardé ». Et en effet, quand il se promène sur le pont des Arts, Raphaël, il se dit « Bon, bah, les prédictions du vieillard étaient accomplies, l'heure de sa mort se trouvait déjà fatalement retardée. De toute façon, on va tous mourir, donc bon, voilà, on peut pas s'en sortir. Hein. » Raphaël se privait de liberté, même avant d'avoir la peau de chagrin, même quand il était pauvre. Il est devenu son propre despote. Il n'osait se permettre ni un plaisir ni une dépense. Donc déjà, il n'était pas libre en fait, Raphaël. Il ne suivait pas sa vie dans sa jeunesse. Hein. Enfin, il faisait pas ce qu'il voulait. Mais d'un autre côté, c'est un roman plein de fantaisie. Alors donc en fait, c'est une certaine liberté. Et la liberté, elle se prend dès le début, donc je vais vous montrer ça. Vous voyez, l'épigraphe qui est dans la peau de chagrin, c'est une sorte de dessin avec écrit que ça vient de Sterne. Et en fait, ça vient de quoi? Ça vient du livre de Sterne qui s'appelle Tristram Shandy, où il y a quelqu'un qui dit « tant qu'un homme est libre » et qui dessine ça avec sa canne par terre. Et donc, on reprend ça, tant qu'un homme est libre, avec une certaine liberté, on le tourne pour montrer qu'il y a encore vraiment de la liberté, on ne le refait même pas exactement. Et donc en fait, c'est un livre où finalement, il y a peut-être un petit peu de liberté dans la destinée humaine parce qu'il y a de la fantaisie. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Alors, je pense aussi, mais ça c'est vraiment une interprétation personnelle, ça fait un petit peu développement personnel, mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Dans La peau de chagrin, si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra, Dieu l'a voulu ainsi. Désir et tes désirs seront accomplis, mais règle tes souhaits sur ta vie. Elle est là. À chaque vouloir, je décroirai comme tes jours, etc. Je pense que l'un des secrets sur la liberté, c'est de désirer, de régler ses souhaits sur sa vie, qui est déjà là, et donc de désirer ce qu'on a déjà. Et ça, il y a un moment où Raphaël fait un vœu et la peau de chagrin ne rétrécit pas. « Je veux être aimé de Pauline » s'écria-t-il le lendemain en regardant le talisman avec une indéfinissable angoisse. La peau ne fit aucun mouvement. Elle semblait avoir perdu sa force contractile. Elle ne pouvait sans doute pas réaliser un désir accompli déjà. Donc en fait, c'est imbécile de Raphaël. Depuis le début, il a Pauline qui est amoureux d'elle, il s'en rend pas compte. Et donc il suffisait qu'il désire ce qu'il avait déjà. Et sa peau n'aurait pas rétréci. Voilà. Donc en gros, l'idée, c'est souhaite ce que tu as déjà, quoi. Enfin, il me semble que c'est un peu ça ce que ça veut dire. Alors la passion, ça c'est Sappho qui se précipite des rochers de Leucate. Peut-être qu'on verra ça quand on fera Baudelaire. Alors le motif du jeu, ça montre bien la tentation de Raphaël. Et en effet, le premier geste que fait Raphaël dans La peau de chagrin, c'est qu'il laisse son chapeau au gardien du tripot. Et en fait, c'est un peu comme s'il laissait sa tête. C'est une sorte de symbole. Je laisse ma tête et je joue avec ma passion. Dans la comédie humaine, Balzac dit, dans l'avant-propos, la passion est toute l'humanité. Sans elle, la religion, l'histoire, le roman, l'art seraient inutiles. Donc c'est le moteur principal de Raphaël, la passion. La passion du jeu, la passion amoureuse, c'est en fait la même chose. Je me couchais tout affamé, grommelant de risibles imprécations, mais bien résolu de séduire Féodora. Ce cœur de femme était un dernier billet de loterie chargé de ma fortune. Donc Féodora, c'est comme jouer... Enfin, voilà, vous avez compris. C'est la passion du jeu, la passion des femmes, pareil. Alors, Balzac va montrer que les fantasmes et l'imagination ont un pouvoir extraordinaire sur la passion et sur la vie de Raphaël. Par exemple, Pauline, c'est pas la vraie Pauline qu'il aime, c'est une créature qui est complètement éthérée et fantasmée. Voilà comment est-ce qu'on la représente après sa nuit d'amour avec Raphaël. Suspendue à une grande psyché, donc un miroir, la robe de Pauline se dessinait comme une vaporeuse apparition. Ses souliers mignons avaient été laissés loin du nid. Un rossignol vint se poser sur l'appui de la fenêtre, ses gazouillements répétés, le bruit de ses ailes soudainement déployées quand il s'envola, réveillèrent Raphaël. Donc on est dans quelque chose de complètement féerique. Pour Pauline, elle ne ressemble pas. Enfin, dans l'épilogue, elle se transforme complètement en figure illusoire. La voici, la reine des illusions, la femme qui passe comme un baiser, la femme vive comme un éclair, comme lui, jaillit brûlant du ciel. L'être incréé, tout esprit, tout amour. Donc une espèce d'idée générale, Pauline qui devient. En effet, Balzac avait écrit d'abord qu'elle était une poupée fantastique, après il va dire une poupée fantasque. En fait, on voit que ce que cherche Balzac à me faire ici, avant que Freud passe par là, c'est l'invention du fantasme. Pauline, c'est un fantasme, fantasma, c'est un fantôme, enfin,
C'est une construction imaginaire que crée l'homme pour satisfaire ses désirs un peu refoulés, ses désirs profonds. Voilà, donc Raphaël projette sur elle tous ses désirs profonds. Alors je reviens pas sur le fait qu'au moment où elle meurt, à la dernière page du roman, juste avant l'épilogue, elle a les cheveux épars et les épaules nues, elle a la poitrine presque visible. Quand on dit qu'elle présente 1000 beautés à Raphaël, c'est qu'on voit sa poitrine, parce qu'elle essaye de se mordre, de se planter un couteau dans le sein. Alors je reviens pas, parce que je l'ai déjà montré en classe, sur le fait que c'est vraiment une espèce de topos pour représenter les héroïnes romantiques. Et c'est pareil, c'est de l'ordre du fantasme ici aussi, cette représentation. Regardez le cauchemar de Fuseli, cheveux épars, poitrine mise en avant. Évidemment, la liberté guidant le peuple, la Grèce ici. Ophélie, une héroïne de Shakespeare. Atala, l'héroïne de Chateaubriand. Encore Ophélie, l'héroïne de Shakespeare. Juliette ici, l'héroïne de Shakespeare. Et pour finir, les deux personnages qui meurent, Virginie de Bernardin de Saint-Pierre et Esmeralda de Victor Hugo. Vous voyez, toujours la même représentation. Cheveux à la Marie-Madeleine et poitrine dénudée. Voilà, c'est une manière de représenter les héroïnes romantiques. Alors ici, vous voyez dans l'illustration de Capati, on montre bien le pouvoir de l'imagination des fantasmes. En fait, les personnages chez Balzac, ils vont dépenser toute leur énergie vitale pour leur passion. J'essaie de parler vite pour que ça ne dure pas trop longtemps. Donc tout va se cristalliser sur un symbole. Toute votre passion, elle va, alors se cristalliser c'est un terme de Stendhal, mais elle va se fixer sur quelque chose. Donc par exemple, pour Raphaël, il va tout cristalliser sur Fedora. Fedora, c'est la fortune, dit-il, c'est tout. Dans Eugénie Grandet, on a un personnage qui est avare, donc l'or, ça devient absolument tout, on meurt pour l'or. Dans la recherche de l'absolu, on a un scientifique qui... je sais pas pourquoi j'ai mis... j'ai oublié de fermer. Dans la recherche de l'absolu, on a un scientifique qui passe sa vie dans son laboratoire à rechercher l'absolu. Et dans la cousine bête, on a une cousine qui veut se venger et ça va devenir toute sa vie va tenir là-dedans. Alors la passion pour Féodora vient de ce qu'elle cristallise, comme je le dis, toutes ces passions de Raphaël. Par exemple, juste quand il prononce son nom, j'avais beau me débattre avec cette voix et lui crier qu'elle mentait, elle écrasait tous mes raisonnements. La passion est plus forte que le cerveau. Avec ce nom Féodora. Mais ce nom, cette femme, n'était-il pas le symbole de tous mes désirs et le thème de la vie? Le nom réveillait, etc., faisait briller les fêtes du Haut-Paris, etc. Donc il voit le nom Féodora et il y a tout ce qu'il désire qui apparaît. Pareil, il dit « Je me créais une femme, je la dessinais dans ma pensée. » D'accord. C'est lui, c'est dans sa tête que ça se passe, il s'est créé un truc. Voilà, on passe pour terminer à la satire de la monarchie de Juillet. Alors on est en 1830-31 quand ça commence, donc on est vraiment juste aux Trois Glorieuses. C'est exactement le même moment que le Rouge et le Noir d'ailleurs, et que Notre-Dame de Paris. Non, bon bref, c'est pas grave. Alors ça, ce que vous voyez, c'est le suicide du poète Chatterton qui va être raconté par Vinix, c'est suicidé très jeune. Et en fait, tous les personnages romantiques meurent jeunes, et dans la vraie vie et dans la fiction. Voilà, bon, c'est pour vous mettre une petite dépression là, dès le début. Alors, c'est une société qui n'a plus rien à promettre, la société de Juillet, elle est stérile, la monarchie de Juillet. En effet, le Globe, le journal Le Globe, dit de la peau de chagrin, les douleurs de l'impuissance de réaliser le bonheur dans cette société qui n'a plus rien à promettre. On a l'impuissance d'être heureux. Notre société ne peut plus, elle peut plus faire le bonheur, excusez-moi. Oh là là. Par exemple, la presse, elle est vendue aux intérêts de la monarchie de Juillet, elle est vendue aux banquiers. Je rappelle que Taillefer, s'il fait un grand banquet, c'est pour lancer son journal. Ça refait du neuf avec du vieux, donc on a toujours les mêmes mots qui viennent, clouer de nouvelles planches, recuire, rechampir. Les journalistes vendent leur opinion parce que Émile dit ben oui, moi je suis toujours dépourvu d'argent. Donc en fait, voilà, ils vendent leurs opinions aux journaux, on voit ça dans Illusion perdue. Fedora, c'est l'image de cette société, la femme sans cœur, c'est l'image d'une société sans cœur. Donc c'est les derniers mots de l'épilogue. Oh Fedora, Féodora, je me fiche. Vous la rencontrerez, elle était hier au Bouffon, elle ira ce soir à l'opéra, elle est partout, c'est si vous voulez la société. Donc la femme sans cœur représente la société. Cette société, elle est moribonde, c'est une société de la mort. En fait, on pourrait que c'est une société qui est du côté de la création, notamment parce qu'elle crée de la richesse. Le banquet de Taillefer est marqué par une opulence, donc ça veut dire une abondance, ostentatoire, qui est très très visible. Le dîner, par exemple, est servi sous des étincelantes bougies d'un lustre d'or autour d'une table chargée de vermeil. Mais, en fait, c'est toute cette création de richesse, elle pousse à la destruction. Donc déjà, je vous rappelle que Taillefer, c'est un meurtrier. Et ensuite, au moment où on vient annoncer à Raphaël son héritage, rajoutant de la richesse à la richesse, quand il est au lendemain du banquet, en train de déjeuner,
on dit qu'il voyait, au moment où le notaire arrive, Raphaël voyait la mort écrit en majuscule. Ouais, c'est sympa. Fodora également, elle crée des richesses, hein, très riches, mais elle est comme morte vivante parce qu'elle est animée par rien du tout. Anima en grec, c'est l'âme et c'est la vie. Quand elle crie Mon Dieu avant de dormir, là, Raphaël pense qu'il y a toute une vie dans cette parole, dit-il. Donc enfin, elle est animée par un truc, quoi. Il y a une vie là-dedans, mais en fait, c'est juste un petit problème d'argent, là, pour la raison pour laquelle elle s'écrie Oh mon Dieu avant de s'endormir quand Raphaël l'observe. On a donc une société qui est riche en apparence, mais qui n'a plus rien, qui marche vers la mort. Et c'est le symbole de magasin d'antiquités avec toutes les antiquités. Alors, Philarète Châle, déjà prenez 2 minutes sur ce prénom, Philarète, qui est très drôle. C'est celui qui aime les meilleurs, Aristo. Qui dit sur Balzac Vous pouvez, si cela vous dit, voir apparaître sous forme vivante notre civilisation d'hier et d'aujourd'hui. Toute parée, toute folle d'ennui et de luxe. Avec son dégoût, son désespoir, ses bons mots, ses velléités de science et de religion, ses créations qui avortent, ses vertus qui ne sont pas écloses, son éclat semblable à la lueur émanée des endroits infects, ses prétentions de grandeur, de sévérité, de patriotisme, d'énergie, de rénovation, de génie, d'organisation, de conservation, de durée, et son néant réel, son mal intime, donc il n'y a rien à l'intérieur, son manque de foi, sa faiblesse de volonté, son inanité, sa décrépitude, sa force factice comme celle de l'ivresse passagère. Et là, très intéressant. Donc l'ivresse passagère, hein, c'est vous êtes super fort, super dynamique quand vous êtes ivre et le lendemain, il n'y a plus rien. Et enfin, une pile de Volta, la force qu'une pile de Volta communique à un corps mort. Donc tout ce qui anime les gens dans la peau de chagrin, c'est comme une pile, c'est comme donner une décharge à un corps mort. Ça le fait sursauter, mais ça le fait pas vivre. Magnifique texte de Philarète Châle. Super. Voilà, ça rejoint ce dessin qui est au début de l'agonie, cette gravure. Alors ensuite, on va quand même voir de la satire dans la peau de chagrin, on va en rigoler un petit peu après tout ça. Il y a 2 éléments qui sont par essence, dont on se moque, hein, les scientifiques, qui ont aucun humour, donc notamment le moment avec les canards, ça va mourir de rire. Hein. Ne nous amusons pas ici, je m'occupe en ce moment de la monographie des canards, elle est super drôle. Et ils sont pleins de formules toutes faites, tout est mouvement, la pensée mouvement, la nature est établie par le mouvement, ils sont complètement grotesques, nos pauvres scientifiques. Et ensuite, les autres grotesques, ce sont les médecins, donc ça devrait vous rappeler Molière. Ils sont molièresques tellement que Raphaël, après qu'ils ont dit tout un discours complètement abscon, Raphaël dit Et voilà pourquoi votre fille est muette. Donc, ça, c'est une référence au médecin malgré lui, je crois, où Sganarelle fait tout un discours complètement idiot, enfin très obscur, sur la pauvre Lucinde qui parle plus. Et il termine par Et voilà pourquoi votre fille est muette. Et donc, s'ils soignent Raphaël, les 3 médecins, c'est pas par empathie, ils ont aucune empathie, ils parlent de lui comme s'il était même pas là. C'est parce qu'il a 200 000 livres de rente, ces monomones-là se font rares. Voilà, c'est-à-dire des médecins. Enfin, nos sociétés hyper matérialistes. Dans la boutique d'antiquité, il y a un bric-à-brac qui montre que toutes les valeurs passées n'ont plus aucun intérêt. Donc la religion, l'art, etc., on s'en fiche. On a un tourne-broche qui est posé sur un ostensoir. L'ostensoir, c'est, on verra ça dans les fleurs du mal, c'est l'objet magnifique dans lequel on expose l'Eucharistie. Enfin, c'est un objet qui porte Dieu, si vous voulez. Il y a un tourne-broche dessus. Un sable républicain sur une hacquebute du Moyen-Âge, on mélange tout, hein, la République, la monarchie, enfin, bref. Là, un moment hyper clé du roman, c'est qu'en face de la peau de chagrin, on a un portrait du Christ de Raphaël. Donc l'art et le Christ en face de notre peau démoniaque. Lorsque Vieillard montre à Raphaël la peinture de Jésus-Christ par Raphaël, on voit que l'argent est supérieur à l'art et à la religion parce qu'il dit « J'ai couvert cette toile, il dit froidement, j'ai couvert cette toile de pièces d'or. » Donc on a l'or par-dessus le tableau de Raphaël qui représente le Christ, par-dessus l'art, par-dessus Dieu. Et dans Illusion perdue, Balzac dit « L'or est la seule puissance devant laquelle le monde s'agenouille. Au lieu de s'agenouiller devant Dieu, on s'agenouille devant le fric. » Société matérialiste. L'argent est plus fort que tout, plus fort que l'amour. La courtisane Euphrasie, elle a été quittée pour un héritage. Plus fort que les relations familiales, parce que dans les salles de jeu du Palais Royal, on montre des gens, on montre un fils qui va se faire chasser par ses frères, et on montre des hommes qui ruinent leurs femmes, qui jouent, ça on voit ça dans La Cousine Bête aussi, qui jouent, qui sont prêts à tout pour l'argent et qui jouent même les biens de leur femme, les biens qui sont propres à leur femme, qui appartiennent à la famille de leur femme. L'argent est évidemment plus fort que les convictions, donc ça c'est les journalistes chez Taillefer. Tout le monde, la conversation chez Taillefer elle est illisible parce que tout le monde dit n'importe quoi, c'est un brouhaha. Et on dit que l'opinion est la plus vicieuse de toutes les prostituées, donc ça sert à rien d'avoir une opinion, ça change tout le temps l'opinion. Escompter le ciel,
Mais monsieur, voilà une idée vraiment commerciale. Donc compter sur Dieu, c'est quelque chose de commercial, c'est quelque chose qui fait vendre et c'est tout. Argent supérieur à Dieu. Enfin, donc Fedora, quand elle, la raison pour laquelle elle a dit mon Dieu avant de s'endormir, en fait, c'est hyper prosaïque. Donc au ras des pâquerettes, oui, dit-elle en riant. Oh bah je pensais à mon agent de change. J'avais oublié de lui faire convertir mes rentes de 5 en 3 et dans la journée le 3 avait baissé, donc c'est juste une opération boursière qui lui avait fait dire mon Dieu. On voit la différence entre ce que pensait Raphaël et éventuellement peut-être même un sentiment religieux et ça là où c'est juste des opérations boursières. Quand Raphaël, et ça c'est vraiment un des moments les plus glaçants du roman, quand Raphaël lui dit mais vous mourrez seul à force d'aimer personne, elle dit j'aurai toujours ma fortune. Je rappelle qu'elle représente la société. Enfin, pour terminer, on va montrer que c'est encore un roman sur le désenchantement, donc vous savez déjà ce que c'est, hein, le fait de perdre ses illusions. En effet, Musset a écrit sur le mal du siècle dans la Confession des enfants du siècle, et la citation que vous pouvez retenir, elle vient pas de Confession d'un enfant du siècle, elle vient de Poésie nouvelle. Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux pour représenter toute cette génération qui est née sous Napoléon, mais qui au moment où eux aussi ils auraient voulu, comme Julien Sorel, participer à quelque chose de grand, à quelque chose de napoléonien, ben en fait on leur propose juste Restauration, Monarchie de Juillet. Donc ils sont arrivés trop tard. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Ok. Au début, Raphaël dit qu'il veut devenir un... Ah oui, parce que voilà, je voulais te dire que Raphaël est né en 1804. 1804, c'est l'année du sacre de Napoléon. Raphaël, au début, veut devenir un homme de génie. Il a de l'ambition, au tout début. Mais une fois que ça n'a pas marché, donc après ces 3 ans de pauvreté, quand ses œuvres n'ont pas marché, il a 26 ans et déjà, il est sûr de mourir en inconnu. Donc déjà, le pauvre, il a perdu toutes ses illusions avant même, entre guillemets, avant même que le roman commence. Il dit, j'ai été Byron, puis plus rien. J'ai été un grand poète, etc. Et ensuite, je n'ai été rien du tout. C'est comme s'il avait été maudit dès la naissance. Hein. J'étais né pour l'amour impossible. Le hasard a voulu que je fusse servi au-delà de mes souhaits. Donc vraiment, pauvre chaton, quoi. C'est une génération qui a des hautes ambitions, des ambitions romantiques. Et le réel propose que des Féodora complètement matérialistes. Ou des Paulines qui n'existent pas. Alors Balzac parle du désenchantement en 31. Il parle de l'école du désenchantement. En fait, il donne 4 romans, Physiologie du mariage, Le Rouge et le Noir de, de Stendhal et puis 2 autres, où il parle du décalage, donc ça c'est vraiment typique Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, entre la génération napoléonienne, comme je vous ai expliqué, et en fait les réalités prosaïques de la société qui est bourgeoise, qui est matérialiste, où il n'y a plus de grandes valeurs, il n'y a plus de duel. Julien Sorel, il veut absolument se battre en duel, mais ça va marcher qu'une fois. Voilà, vous avez compris hein, le désenchantement ce que c'était, et vous pouvez juste citer le titre Illusion perdue, hein, c'est la même chose, hein, le désenchantement c'est quand on perd ses illusions, comme Napoléon qui a conquis toute l'Europe, mis toute l'Europe à ses pieds, et qui se retrouve tout seul, exilé à Saint-Hélène. Voilà, j'ai terminé. Il ne faut pas que ça vous décourage toute cette longueur. De ces éléments, hein, c'est du plus par rapport au cours que vous avez déjà. Je vous laisse avec cette image de Faust, du diable et de la pauvre Marguerite avec son enfant ici. Et bon courage. Bye.